Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Vision de Génération. Aujourd'hui, en ce vendredi 14 septembre, place à un nouveau podcast. Un podcast un peu particulier puisque nous sommes à Andorre dans le cadre des 34e championnats du monde de course en montagne. Pour l'occasion, j'ai la chance de recevoir trois coureurs de l'équipe de France, Fabien Demure, Sylvain Cachard et Alexandre Fine. Comment allez-vous messieurs? Au top. Parfait, très bien. Parfait. Juste pour commencer, avant de rentrer dans le détail de ce qu'on va aborder dans le podcast, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement en quelques mots? Fabien? Donc Fabien Demure, 31 ans. J'en suis à ma cinquième sélection cette année. Voilà, première sélection en 2015 et puis on enchaîne les sélections, donc tout se passe bien jusqu'à présent. Sylvain Cachard, 19 ans, moi c'est ma cinquième sélection, j'en ai fait 4 chez les juniors depuis 2015. Donc là c'est ma première chez les élites, donc j'espère que ça se passera au mieux. Et donc ce sont mes troisièmes championnats du monde. Alexandre Fine, 21 ans. Donc c'est ma deuxième sélection en équipe de France. Ma première sélection c'était pour les Europes cette année. Et puis là ma deuxième pour mon premier championnat du monde. Alors on verra comment ça se passe. On va aborder ça sans pression. Très bien. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet de ce podcast qu'on va essayer de découper en 4 parties. Une première partie qui concernera les spécificités de la course en montagne. Une deuxième partie consacrée au type d'entraînement et aux qualités à valoriser sur ce type de format. Une troisième partie sur l'existence ou non d'un profil type de coureur. Et enfin une quatrième partie consacrée à la course de ce dimanche au championnat du monde. Ça va tout le monde? Très bien. Ok. J'aurais pas dit mieux. Parfait. Donc on peut aborder la première partie et la première question. Quelles sont les spécificités et caractéristiques propres de la course en montagne, notamment en termes de format, distance, dénivelé, etc. Alexandre? La course en montagne, elle est souvent comparée au trail. Mais c'est une course, ça y ressemble beaucoup, mais c'est une course beaucoup plus dynamique. Et puis la spécificité, c'est au niveau donc du profil de course, le ratio dénivelé kilomètre. Donc on a souvent un dénivelé assez important pour peu de kilomètres. Un kilométrage entre 12 et 16 kilomètres, tout dépend le format. Donc en général c'est 1 heure de course et puis on peut trouver des formats montée-descente et puis des formats montée-sèche comme là pour le mondial de cette année. Ouais, voilà, donc en gros, un an sur deux c'est une montée sèche et puis un an sur deux c'est une montée descente. Voilà, donc on alterne la discipline et les plaisirs chaque année. J'aurais tendance à dire en fait que entre le trail et la course en montagne, comme souvent les personnes connaissent le trail mais pas trop la course en montagne, que justement la course en montagne c'est quelque chose de beaucoup plus athlétique. Disons que on est limité par le physique mais pas par le technique du parcours. C'est-à-dire que en montée, que ce soit en trail ou en skyrunning ou dans les autres disciplines qui peuvent s'apparenter à la course en montagne, parfois on est limité que ce soit en descente ou en montée par des gros cailloux ou des pourcentages très très élevés où on peut pas courir. Alors qu'en course en montagne, comme son nom l'indique, on doit être capable de courir de partout. C'est uniquement physique, même si on peut avoir vraiment des chemins joueurs, des chemins très très ludiques à courir avec plein de relances, mais c'est avant tout le physique qui différencie les athlètes, autre que le côté technique technique. du terrain, bien sûr, hein, parce que le technique de la foulée, etc., est aussi très important, même encore plus important sur des efforts courts. Ok, très bien. Bah du coup, ça fait une belle transition pour la deuxième partie. Je vais vous poser la question, quels sont selon vous les entraînements types à effectuer pour être performant et quelles qualités sont à développer pour être performant en course de montagne? Fabien? Allez, la course de montagne, c'est quand même une discipline qui est athlétique, comme le disait Sylvain. Il faut quand même, pour moi, travailler les différentes disciplines, enfin les différentes qualités de l'athlète. Donc du travail de VMA, du travail de seuil et du travail en endurance. C'est vrai que c'est un effort qui dure environ 1 heure. Il y a des pourcentages élevés, donc il faut être dynamique. Il faut que le cœur soit capable de monter très haut. Donc voilà, pour moi, c'est ces qualités-là qu'il faut travailler. Comme dans n'importe quel type de course à pied, des séances de VMA, que ce soit sur du plat ou sur de la côte, des séances au seuil, pareil, sur du plat ou sur de la côte, et puis des sorties un petit peu longues. Mais pour moi, quand même, la séance la plus utile et la plus intéressante pour le coureur en montagne, c'est la séance de seuil en côte. Donc, typiquement, 3 fois 8 minutes, 3 fois 10 minutes, voilà, pour bosser des allures, on va dire, au niveau cardiaque assez élevé.
et sur une durée assez longue. Alexandre? Moi je pourrais rajouter que donc le travail dépend tout du format qu'on travaille. On va travailler plus, on va faire plus un travail excentrique pour des formats montée-descente, pour pouvoir encaisser les enchaînements des montées et des descentes. Et puis un travail concentrique pour les montées. Et puis comme le disait Fabien, travail au seuil en côte pour pouvoir justement tenir du début jusqu'à la fin. Sylvain? Ouais, moi, pour finir, je pourrais juste ajouter que voilà, la course en montagne, ça se déroule tout le temps, contrairement au trail, tout le temps dans un univers montagneux. Donc qui dit montagne dit altitude. Et c'est vrai qu'on a pu le voir sur des courses comme les championnats de France de trail cette fois-ci, où l'altitude a fait de nombreux dégâts. Et pareil, on pourra le voir là, dans la dernière partie du podcast, mais ces championnats du monde vont être aussi en altitude. Donc je pense que c'est aussi important de s'entraîner en altitude, de s'acclimater, de voir comment notre corps réagit à l'altitude, aux efforts intensifs, parce que c'est vrai que ça peut être très surprenant. Et puis enfin, juste pour comment dire, différencier la course en montagne des autres disciplines athlétiques, c'est que bien souvent il faut quand même tenir 1 heure d'effort, donc ça peut être intéressant. Moi je sais que après ça dépend du profil de l'athlète, mais c'est vrai que ça peut être intéressant, même si on court qu'1 heure, de partir, de faire du gros volume parfois longtemps en amont de la compétition pour pouvoir justement encaisser après soit l'enchaînement des compétitions, soit l'enchaînement des montées-descentes qui est aussi très Compliqué à gérer. très compliqué à gérer en course, hein. C'est même la difficulté de la course en montagne, s'enchaîner rapidement la montée et la descente. Et puis donc faire du gros volume, puis au fur et à mesure qu'on approche de la compétition, réduire peu à peu le volume tout en augmentant tout ce que disait Fabien, le travail au seuil, de la VMA, etc. Ok, très bien. D'autres choses à ajouter ou on a fait le tour? Ouais, on a fait le Ouais, tour. je pense. On a fait le tour. Vu que c'est 1 heure d'effort, ça ressemble à un effort de semi. Donc je pense que le type d'entraînement course en montagne ressemble beaucoup au type d'entraînement semi. Sauf que bien sûr, voilà, on rajoute le côté montée et le côté spécifique montée, descente. spécifique montagne. Voilà. Ouais, après, si on parle juste de l'entraînement en course en montagne et pas juste pour ces championnats du monde, c'est vrai que par rapport par exemple à du semi, où il faut prendre en compte la technicité du terrain, parce que bien qu'elle soit plus faible qu'en skyrunning ou que dans des épreuves parfois assez rocambolesques avec plein de cailloux de partout, faut quand même être habitué au niveau de la pose de pied, au niveau de la proprioception, etc. Donc c'est vrai que les 3 fois 10 minutes au seuil ou l'enchaînement plat, monté, etc. c'est vraiment bien pour développer le concentrique, mais la technique de foulée, donc l'économie du geste, hein, parce qu'en descente, notre but, c'est pas si on a un format montée-descente, ok, la dernière descente, on envoie comme des bourrins pour arriver le plus vite en bas, mais le tout, c'est dans la première descente, c'est là où ça se joue, c'est l'enchaînement, première descente, deuxième montée, et il faut être très économe, très fluide dans la première descente, tout en allant assez vite. Donc ça, c'est vraiment un gros travail où je sais pas, moi je sais que j'adore faire ce genre de séance, c'est partir assez longtemps, ça peut aller 2 à 3 heures en montagne et me dire que je monte doucement et toutes les descentes, je les envoie. Ça permet vraiment d'avoir un déblocage psychologique, parce que la descente, c'est psychologique avant tout. On arrive en haut, on se dit, c'est moi qui, je domine la descente, il faut y aller, il faut avoir confiance en ses pieds, etc. C'est avant tout, c'est physique, mais c'est aussi psychologique. Donc c'est vrai qu'il faut aussi prendre en compte cet aspect-là de l'entraînement, de s'habituer petit à petit au terrain qu'on va rencontrer, quoi. C'est souvent ce qu'on fait en début de saison d'ailleurs. Ok. Et ça me fait enchaîner sur une autre question. Est-ce que vous pratiquez tout ce qui est musculation, donc du renforcement de base, mais qui peut aller jusqu'à la musculation en salle, travailler tout ce qui est puissance? Est-ce que ça vous le travaillez ou pas? Du renforcement de base, oui, après en salle, moi j'en ai eu fait un peu. Bon, c'est souvent en début de saison parce que c'est quand même plus traumatisant. Et puis après, avec l'enchaînement des courses, on évite d'en placer pendant la grosse période de course parce que pour la récupération, c'est assez compliqué et on casse pas mal de fibres et on a du mal à les refaire assez rapidement. Ok. Je pose pas la question à Fabien. Si tu peux me la poser parce que j'ai quelque chose à dire. J'en fais C'est pas. que le gainage, C'est bien. c'est assez intéressant. La semaine dernière, pour la petite anecdote, on était en stage à Superbelle justement avec tous les trois.
Et voilà, là, on a fait quelques exercices de gainage et tous les trois on a vu qu'on avait quand même beaucoup de retard Beaucoup de lacunes. voilà, au niveau de l'équipe masculine par rapport aux féminines qui sont ultra gainées. Nous on avait quand même un petit peu de retard. Donc je pense que le gainage, la musculation c'est des choses importantes et c'est vrai qu'on a tendance, moi personnellement, j'ai tendance à l'oublier assez souvent. Non mais pour notre défense, c'est normal. Non mais dans mon cas, je fais, comme disait Alex, l'hiver j'en profite parce que l'hiver je fais du cross mais c'est pas mes objectifs principaux. Donc l'hiver je passe, bon pas beaucoup de temps mais je passe du temps à faire tout ce qui est renforcement, etc. Après c'est vrai que quand vient le printemps, fin de l'hiver, printemps, moi enfin, de manière générale on s'enquille des semaines de gros volume où une minute qu'on a pour s'entraîner, bah, c'est une minute qu'on préfère aller courir que faire du gainage. Moi c'est souvent ça quoi, Mais- avec les études etc. Donc quand on enquille des semaines à 20 heures de volume, bah, moi j'ai pas de temps pour faire le gainage, donc souvent ça devient l'hiver un gros bloc de gainage, puis ensuite j'ai un gros bloc de volume où je fais du coup peu de renforcement. Et par contre, quand vient, contrairement à Alex, quand vient la période des compétitions, où donc on réduit le volume, on fait plus d'intensité, etc. Là, je fais souvent des rappels de renforcement, et donc ça nous a fait du bien ce stage à Superbase justement de voir quel travail on avait à faire jusqu'aux mondiaux pour se remettre à niveau. Non mais petit à petit réhabituer son corps au niveau du gainage, etc. Parce que l'air de rien c'est super important pour la conservation de la foulée. Plus on court longtemps, c'est vrai que sur 1500 mètres ils font beaucoup de musculation du bas du corps. Moi j'ai tendance à en faire assez peu parce que avec le dénivelé qu'on s'enquille, bon, la musculation du bas du corps je considère que On l'a. bon, on l'a quoi, Mhm. mais c'est vraiment le haut du corps qu'on a. Vraiment c'est le tronc, que ce soit les lombaires, les abdominaux ou quoi, c'est vraiment ce qui nous permet de conserver une foulée correcte du début à la fin et d'enchaîner justement bah, toutes les parties cassantes, que ce soit plat, avoir une foulée assez ample, etc. Puis direct enchaîner en montée une petite fréquence, puis en descente pouvoir rester solide, puis pour pas se blesser aussi en descente, parce qu'en descente on atteint des vitesses quand même sans rivaliser avec des bolts qui eux sont à plat, mais on atteint des vitesses parfois pas loin de 25 ouais, km, pas loin de 25-27 km/h, donc forcément il faut, si c'est roulant, il faut pouvoir encaisser. Et j'ai déjà eu des gros mal de dos du fait de manque de renforcement quand j'ai commencé la course en montagne, donc on essaie d'y pallier justement en faisant un peu de gainage, même si c'est pas drôle. Ok, super. On va pouvoir passer à la troisième partie. Et cette question que j'aimerais vous poser, est-ce qu'il existe un profil type de coureur pour la course en montagne? Bah déjà je pense que rien qu'en Sylvain. nous voyant nous trois, on peut Alors, peut-être se on dire va- que non, hein. Ouais, faudrait on- dire nos mensurations. On va mais- exactement, on va peut-être rappeler donc les mensurations de chacun. Fabien. Et ben moi je fais donc 1m77, donc taille moyenne, et relativement fin, donc 57 kg, donc voilà, plutôt un profil taille moyenne et fin. Ouais. Sylvain qui lui ressemble un petit peu. Ouais, bah, autant de centimètres que de poids en plus par rapport à Fabien. Et Alexandre. Et puis moi, bah, 1m73 pour 63 kilos. Donc Ouais. petit et Et puissant. assez, ouais c'est ça, ouais, On dira assez, puissant. assez costaud, ouais. Ok. Et donc du coup, je reviens à ma question. Est-ce que donc là on voit il y a deux différents gabarits. Mais est-ce que sur le devant de la scène et sur les grandes compétitions, est-ce qu'on retrouve justement un profil type de coureur? Eh ben, honnêtement, moi je pense qu'en montagne, il faut avoir le bon rapport poids-puissance. Donc c'est vrai que la plupart des coureurs sont quand même des coureurs légers. Donc soit légers, soit après ils ont suffisamment de puissance pour compenser ce manque de légèreté. Mais si on regarde ceux qui nous ont habitués à gagner, c'est un petit peu les mêmes que sur la piste ou que sur le marathon. Donc c'est les Africains de l'Est. L'Ouganda notamment, ils sont très longilignes, très fins et c'est tout en relâchement sans trop utiliser la puissance. Mais bon, on voit aussi des profils comme Joe Gray, un Américain qui est toujours Lui, bien il fait placé. Plus d'un 90. Champion du monde en 2016 hein, quand même, pour ceux qui savent pas. Et je suis petit, hein, mais je me sens petit par rapport à lui. Donc il doit faire un bon 95 avec les kilos qui vont avec. Voilà, hein. voilà, Il et est lui, pas- c'est un profil plus puissant. Donc ouais, pour moi, il y a vraiment deux types de profils, soit le coureur longiligne et économique, soit le coureur plus puissant et qui compense comme ça. Bah moi je suis d'accord avec Fabien parce qu'en fait je pense qu'il y a vraiment deux profils en course en montagne parce que la course en montagne c'est une discipline vraiment qui est au carrefour de l'athlétisme vraiment genre pur on va dire et de ce qu'on connaît du trail et de l'ultra trail donc de ce fait de cette position en fait de carrefour elle attire deux types d'athlètes vraiment donc les Africains de l'Est donc avec l'Ouganda, le Kenya etc qui peuvent taper des perfs en 27-40 au 10 kills donc on peut s'imaginer qu'ils sont plutôt fins, plutôt
il n'y en a pas vraiment des très grands, mais ouais, c'est surtout avoir un rapport puissance plus basé sur le poids, donc un poids faible, qu'une haute puissance, c'est plus ça. Et ensuite, voilà, on peut avoir des Joe Gray qui viennent, eux, soit de la course en montagne pure, même si il vient aussi de la piste, mais bon, ça fait longtemps qu'il fait plus trop piste, ou du marathon aussi, notamment avec des gars comme Sage Kanaday, qu'on a déjà vu sur des courses en montagne, un américain, ou eux qui sont beaucoup plus en puissance, et donc qui font c'est leur gabarit, c'est pas eux qui prennent plus de poids ou qui se permettent de prendre plus de poids. Je pense que chacun a son gabarit et la première bêtise à faire c'est de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre, ça c'est sûr. Mais en gros, on a son poids, puis après on développe sa puissance et on voit ce que ça donne. Mais normalement, il y a pas de souci. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas de gars qui ont 15 kilos en trop en course en montagne, hein, parce que 100 grammes de trop, faut les monter, quoi. Donc franchement, ça engendre un coût énergétique qui est beaucoup plus élevé. Ouais. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les meilleurs en course de montagne sont souvent ceux qui courent très très vite sur le plat, qui ont des gros chronos. Tu parlais des Ougandais, on a les 2 derniers champions du monde des courses de montagne qui sont ougandais, Ouais. dont un nouveau cette année qui est U20, qui a été vice-champion du monde U20 de 10 km. Il a tourné en 27, 27-26. rappelle-moi, 27-26, il me semble. Donc c'est des chronos qui sont stratosphériques. Ouais, c'est vrai que bah, nous on fait ça sur 8 km nous, hein, donc c'est pas mal quoi, à 2 km près. Non mais attends, on est à J-2, si on commence à dire qu'ils sont forts les gars, jamais on va les battre. Hein. C'est vrai. Juste pour faire un petit constat des forces. Non mais On constate. c'est vrai, après ce qui serait intéressant à voir c'est parce que voilà, la course en montagne, ça commence à attirer, ça commence depuis une dizaine d'années, hein, parce que moi je dis ça commence, ça fait que 3 ans que je suis dans les mondiaux, etc. Mais on voit quand même des Africains qui commencent à venir, et ce qui serait vraiment intéressant, c'est de voir voilà, les meilleurs sur piste. Et tu disais déjà, ça commence à attirer les meilleurs sur piste, de voir ce qu'ils donnent en course en montagne. En tout cas, moi je peux parler du niveau national que je côtoie depuis plus souvent que le niveau international. Et en niveau national, avant j'étais persuadé qu'en course en montagne, enfin j'étais persuadé de par les autres, parce que la course en montagne est parfois un peu critiquée dans le Dénigrée, milieu de l'athlétisme, mais j'étais persuadé du coup que j'étais fort. Disons que j'arrivais à me faire plaisir à un niveau national en course en montagne, parce qu'il n'y avait pas Trop de une concurrence, grosse hein. densité, ou en tout cas parce que les meilleurs pistards, les meilleurs crossman ne venaient pas. Et en fait, plus je fais de la course en montagne, et plus aussi je fais du cross et je m'intéresse à la piste et aux performances, et notamment lors de stages où on voit pas que des coureurs en montagne, mais aussi des pistards, etc. Et ben ils sont collés en boss. Donc, ils s'entraînent à plat, mais ils sont très très forts à plat et ils font des performances on n'ose même pas imaginer réaliser un jour. Mais en attendant, le travail en boss est tellement, tellement important que ils pourront, en tout cas sans entraînement spécifique ou avec peu d'entraînement spécifique, ils n'arriveront pas à rivaliser avec les meilleurs coureurs en montagne à l'heure actuelle, ça c'est certain. Ok, on a fait le tour? Et bien on a fait le tour. Très bien. Donc on va pouvoir passer à la dernière partie et parler des championnats du monde, donc des 34e championnats du monde qui se déroulent à Andorre au départ de Canilo ce dimanche. On va pouvoir parler tout ce qui est favori, aussi de vos chances, vos objectifs. Je commence par qui, Alexandre? Alors les favoris pour ce championnat, bon bah, comme l'a dit Sylvain, les Ougandais, les Africains de l'Est. Bon bah c'est sûr que les Ougandais ils ont les 2 premiers de l'année dernière, du championnat de l'année dernière. Le troisième de leur équipe qui est bon, quand on a vu les chronos qu'ils faisaient, et c'est assez impressionnant. Et puis mais c'est pas des chronos que nous en équipe de France on réalise, donc Pour l'instant. Hein. pour l'instant. Ça viendra peut-être. Non mais du coup c'est vrai que bah, eux c'est les grands favoris. Après bon on voit bah, y a les Italiens avec les frères des Matteis qui c'est vrai que bah, au championnat d'Europe qui ont été aussi impressionnants. Ouais, Ils font 1, 2, 3 aux Europes quand même, donc enfin c'est pas rien. Une équipe c'est trois athlètes, donc ils partent aussi dans une bonne position. Il y a les Américains qui seront bien. Après bon bah l'équipe de France l'année dernière ils font quand même 4ème, donc je pense qu'on est quand même dans la bataille, et puis on va se battre pour même si en individuel on n'ira pas chercher Podium. le podium ou le top 5 et ben on a une chance en équipe, et puis bah on essaiera de pas la laisser passer. Ouais, parce que vous faites donc l'équipe de France l'année dernière fait championne d'Europe par équipe, 4e aux mondiaux. Et rappelle-moi, cette année, vous avez fait combien aux Europes par équipe? On fait 3ème aux Europes en équipe. Ok, Et puis voilà. ça marche. Fabien?
Ouais, bah effectivement, les grandissimes favoris c'est les Ougandais, après Italie, États-Unis. Kenya, Euh, hein, faut pas oublier le il Kenya, faut a pas encore oublier le été une grosse Kenya parce équipe. que voilà, Le moins bon de l'équipe du Kenya a quand même fait 5ème l'année dernière, hein. donc, ouais, voilà, les Kenyans sont pas forcément très prêts à courir en montée. Voilà, ils s'entraînent plutôt sur le plat, donc c'est assez aléatoire avec les Kenyans. On sait qu'ils Après, ont ouais. les possibilités de tout exploser, ou aussi la possibilité de péter, de pas arriver au bout. Ils vont partir en tête et puis ils vont voir ce qui se passe. Donc du coup, voilà. Le Kenya, c'est un peu le point d'interrogation, mais c'est vrai que sinon, les trois autres équipes qu'on a citées. Voilà, et puis après, on a aussi donc les Anglais qui peuvent être très bons, on a les Mexicains, on a. Voilà, voilà, donc il y a pas mal de nations qui seront dans la bataille. Bah moi si tu veux je peux enchaîner avec avec le parcours un peu parce que c'est vrai que le parcours de ces mondiaux il est assez spécifique. Donc on part de Canillo en Andorre, donc à approximativement 1500 mètres d'altitude. Et donc on commence avec un peu moins de 5 km d'alternance de très raide et de très roulant. Donc le premier kilomètre est sur la route, il monte à 7% de moyenne. Et ensuite les 3 km et demi restants, c'est vraiment des grosses bosses limite courables, hein. On parle de l'ordre de 25, Ouais, 25, 25. ouais, 20-25%, quelque chose comme ça. Enchaîné avec des portions très roulantes. Donc ça va être intéressant cette portion. On se fera pas laisser trop de plumes parce que c'est quand même le début de course. Donc pas laisser trop de puissance musculaire, trop de watts parce qu'il va falloir en avoir aussi sur la fin. Tout en essayant d'être bien placé parce que voilà, à partir du 5ème kilomètre, on entame 4 bons kilomètres de single track avec une dominante plat descente avec quelques relances. Donc ouais, c'est un format montée sèche mais il y a quand même 100 mètres un peu plus de 100 mètres de dénivelé négatif. Donc une partie très joueur avec plein de bosses, plein de relances, avec vraiment typé cross quoi. Donc ça va être très intéressant. Et donc une fois qu'on sort de cette portion, de cette deuxième section, je dirais, on attaque là la portion finale de la course, donc il reste 3 km. On se prend 450 mètres de dénivelé dans la... Voilà, 450 mètres de dénivelé. Non, et avec des portions raides dans l'herbe, donc ça renvoie très mal, c'est dans les pâturages, donc c'est souvent très dur pour le mental, parce que pour avoir fait une séance spécifique dans l'herbe à Superbès, donc au stage il y a 2 semaines, ouais, mentalement c'est dur, parce qu'on appuie, on a l'impression que toute la puissance reste dans l'herbe, et il n'y a rien qui renvoie pour la jambe, dans les jambes, quoi, mais... Donc là, ça va être une alternance de gros pourcentages, mais sans vraiment portion de place, assez irrégulier, avec des trous, des bosses, etc. Et puis les 500 derniers mètres, c'est un green de golf qui monte à 10%. Et donc là, il va y avoir, je pense, une ambiance de dingue. Et il va juste falloir sprinter pour finir et essayer de finir au mieux, quoi. Moi je voudrais rajouter sur ce qu'il disait Fabien tout à l'heure, sur le point d'interrogation de l'équipe du Kenya. Bon, on pourrait dire que le point d'interrogation il est aussi un peu sur toutes les équipes parce que la start list, voilà, c'est une feuille de papier, hein. Bien évidemment, il y a les favoris, les équipes favorites, mais le jour J, c'est pas la même chose. Une course, on peut jamais l'écrire avant et il peut tout arriver. Les conditions, un jour avec, un jour sans pour une équipe. Et puis c'est vrai que dans une équipe, un ou deux athlètes qui se sentent pas bien, qui c'est pas le jour pour eux, et puis tout peut basculer et tout peut faire changer le classement. Ok. Ah, puis c'est vrai que dans une course de championnat du monde, pour en avoir déjà couru deux, même si c'était en junior, donc j'imagine que la pression est encore plus grande chez les élites. Mais c'est vraiment cette sensation de... On est transcendé, enfin on a le maillot de l'équipe de France sur les épaules, c'est une chose. Enfin moi j'ai déjà eu la chance de le porter déjà 4 fois, mais chaque fois c'est comme si c'était la première, quoi. C'est vraiment à chaque fois on essaie de se donner au maximum. Puis c'est vrai que c'est des championnats du monde, enfin je veux dire, enfin quand on finit premier sur une course c'est bien, mais là on finit premier sur cette course, on est champion du monde, donc ça peut donner des ailes, mais il y en a qui peuvent partir vraiment trop vite, et il y en a qui partent trop vite sur ce genre de course, donc c'est vrai que c'est aléatoire, et comme disait Alex, c'est une course, donc si on part déjà en regardant la start list, en regardant tous les gens qui ont des meilleurs chronos de nous, bah moi si je regarde des chronos sur 10 km, je pense que je me passe à le regarder dans les 5 derniers, quoi. Mais bon, après c'est une épreuve spécifique, il faut se préparer spécifiquement, puis c'est une course, il faut être là surtout mentalement, parce que physiquement tout le monde est là, enfin c'est des championnats du monde, ils sont pas là par hasard, c'est les 4 meilleurs de chaque pays, hein. Donc pour rappel, une équipe c'est sur 3 personnes, donc on additionne le classement des 3 premiers de chaque pays.
et donc il faut avoir le moins de points possible. Donc voilà, on est là pour tout donner et pour faire le meilleur résultat possible. Et si on est sur le podium, ce sera vraiment super. Ok. Et peut-être une petite dernière question, justement, donc on est à 2 jours de la course, et tu parles de l'aspect mental qui est hyper important, et comment on se sent, comment on prépare la course mentalement, et comment on est à 2 jours d'une telle course, et pour certains comme toi Sylvain, d'une première sélection chez les seniors. Alexandre? Bah, c'est vrai que il faut arriver à canaliser la pression. Bon, c'est avoir le maillot d'équipe de France sur les épaules, bah, c'est toujours une pression parce que bah, il y a du monde, tous les passionnés de course en montagne qui suivent vraiment et ben ils nous attendent et puis ils sont là derrière. Après voilà, la pression, enfin, je sais que pour ma part, elle commence vraiment à monter le jour J, le matin, l'échauffement, tout ça, mais voilà, il faut arriver à la canaliser et puis c'est un gros travail aussi à faire à l'entraînement, hein, arriver à canaliser sa pression et puis parce que bah, c'est bien d'en avoir, hein, il faut pour arriver à la transformer, mais trop de pression, bah, ça peut tuer une course et puis vraiment nous mettre dans le mal quoi. Oui, et puis on disait avec Sylvain, pour être prêt mentalement, je pense qu'il faut avoir un petit peu faim, un petit peu envie de compétition. Donc c'est vrai que bon, moi ça fait déjà un mois que j'ai pas couru en compétition. Ce qui donc est énorme hein, pour Fabien Demi. Donc ouais, ce qui commence à faire un petit peu. Donc du coup c'est vrai que quand on arrive sur ce genre de compétition, ça fait un mois qu'on se prépare, qu'on sait pas trop le niveau qu'on a, donc on a vraiment envie de bien faire. Je crois que Sylvain c'est pareil, ça fait Moi ça un peu fait un plus mois d'un mois. depuis la course de sélection, donc c'est déroulé à Taninges le 29 juillet, j'ai pas. Donc un mois et demi sans course pour Sylvain. Donc voilà, pour être prêt mentalement, il faut aussi avoir un petit peu faim. Voilà. Non, comme disait Alex, quoi, faut avoir de la pression, mais faut pas en avoir trop. Mais c'est vrai que bon, il y a l'équipe de France, etc. Mais aussi la course en montagne, c'est une grande famille. Enfin, même si chaque fois c'est pas les mêmes personnes qui sont sélectionnées, on retrouve plus ou moins les mêmes têtes. Et donc il y a des liens d'amitié qui se créent entre les nations, entre les athlètes. Donc c'est vrai que tout ça, ça permet bien sûr après d'aller fêter notre bonne course tous ensemble, mais aussi avant d'aller discuter, de demander à droite à gauche alors comment tu vas, de prendre des nouvelles, etc. Et en tout cas, moi je sais que c'est un moyen d'évacuer un peu la pression. Puis cette année, c'est vrai que c'est quand même une première. Enfin, l'équipe de France, normalement c'était Fabien le plus jeune, il avait 31 ans, quoi, et c'était Didier le plus vieux, il a 41, Didier Zago, ouais. 40 ans ou 41 ans. Donc c'est vrai que si on veut vraiment trouver une excuse ou à notre pression, en tout cas avec Alex, c'est que bon, au niveau national, on a prouvé que Vous aviez votre qu'on place avait notre ici, place ici, mais bon, faut confirmer maintenant. C'est vrai qu'ils nous attendent pas au tournant, les vieux, mais bon, faut pas non plus cueillir les champignons durant la compète. Faut leur montrer qu'on a mérité notre place. Quand je vois qu'il y aura un Julien Rancon au bord du parcours qui est là en remplaçant, mais bon, comme personne n'a eu de pépins physiques ou quoi, ça va être donc l'équipe initiale avec Fabien, Alex, Manu et moi. Donc c'est vrai que quand tu vois qu'il y a un Julien. Il y a un Julien Rancon qui a que 29 sélections quand même, qui sera sur le bord de la piste parce que non sélectionné. Tu te dis que bon, toi en tant que petit genou de 20 ans, bah t'as intérêt à assurer derrière quoi. Donc c'est vrai que mais c'est une pression positive. Enfin, tout ça faut s'en servir de manière positive pour avoir le courage de tout donner et de surtout se faire plaisir. Voilà, et puis juste une petite dernière remarque, on n'a pas parlé du quatrième homme de l'équipe, Manu Messa. On n'en a pas parlé tout simplement parce qu'il n'est pas avec nous, il est arrivé que ce matin et là il est cet après-midi parti reconnaître le parcours, il n'a pas pu se libérer plus tôt. Et donc Manu Messa c'est quand même un expert de la course de montagne, c'est quand même 20 sélections, donc il me semble 15 sélections chez les seniors et un certain nombre de sélections chez les jeunes. Donc du coup voilà, c'est quelqu'un qui connaît bien ce milieu-là. Il a 38 ans maintenant, Ouais, 38. voilà, donc du coup c'est un peu le pilier de cette équipe. Voilà, il était déjà là, il y a 18 ans en équipe de France et puis donc Il était déjà en équipe de France quand j'étais pas né, quand j'étais pas encore né. Donc, on va pas le vieillir parce que honnêtement parmi les 4 de l'équipe de France ouais. il y a des moyen chances. que ce soit lui devant. Il y a des Non, mais chances c'est que ce soit vraiment le meilleur. intéressant. C'est vraiment intéressant de lier la fougue de la jeunesse, un peu la naïveté de la jeunesse et puis vraiment l'expérience parce que cette équipe de France elle est soudée. On parle de l'équipe senior homme, mais on peut parler de l'équipe senior femme qui a vraiment ses chances, des juniors, etc. Enfin, moi je suis arrivé en course en montagne, je voulais faire du trail parce que tout le monde parlait du trail, etc. Puis je suis arrivé dans cette équipe de France et je me suis dit bah non, mais en fait c'est là que je veux être quoi. Et c'est vrai que de transmettre toute cette expérience, etc. Ben, on grandit encore plus vite parce que faire des courses, faut faire des courses pour avoir de l'expérience. Mais avant de faire 20 courses, ben, on a passé la trentaine et bon alors c'est vrai qu'en équipe de France quand même
on a tendance à se dire quand on passe les 30 ans, on commence enfin à être bon. Mais non, ça permet vraiment d'avoir une expérience accrue avec des gens comme Manu. Et ça sera très profitable au résultat qu'on fera dans 2 jours, je l'espère. Ok, on peut juste rappeler le nom des femmes qui composent l'équipe de France, Ouais, Sylvain? bah alors on va faire de quoi de la moins jeune à la plus jeune. Ouais, si tu Allez, veux. on y Si va. tu Alors veux. il y a Adeline Roche, donc Adeline c'est 6ème au championnat du monde l'année dernière après Mana en format montée-descente, championne du monde de trail. Et donc vraiment qui a ses chances à jouer. Elle a eu quelques pépins physiques ces derniers mois, mais là elle est vraiment revenue. Elle avait au stage à Superbest, elle est vraiment très en forme. Elle est aussi accessoirement, hein, mais bon, c'est vrai qu'on a tendance à citer que ses titres mondiaux, mais elle est aussi championne de France de trail, donc il n'y a pas longtemps à Montgenèvre. Comme Alexandre. Ah, comme Alexandre d'ailleurs, hein, c'est sûr. Ensuite, il y a Christelle Dewal, donc, qui est une spécialiste des kilomètres verticaux. Donc Des elle est sèches, ouais. multiple championne du monde de kilomètres vertical. Et elle a fait donc 3ème au championnat du monde de course en montagne il y a 2 ans, donc sur le format montée sèche à Sapari-Vabania en Bulgarie. Donc ces deux femmes ont aussi vraiment beaucoup de grandes chances de top 10, de top 5, voire mieux. Ensuite, c'est vrai qu'il y a un peu comme l'équipe senior homme, quoi. Un peu la même configuration. Ouais, après il y a deux plus jeunes. Il y a Anaïs Sabrier, donc ouais, Anaïs, même duo de ses 23 ans, Elle est de 94. Ouais. 24 ans. Donc même duo que ses 24 ans, elle est quand même vice-championne d'Europe de course en montagne il y a quelques mois, enfin il y a quelques semaines en Macédoine. Donc c'est tout simplement énorme. Puis il faut regarder aussi ses chronos sur piste. C'est vraiment quelqu'un de complet et qui a vraiment son épingle à jouer. Et puis on aurait tendance à dire que c'est l'outsider de cette équipe, mais bon, c'est vrai, elle fait que 6ème au championnat d'Europe en Macédoine. Non, c'est pour dire la densité de cette équipe de France en senior femme. Donc je parle bien sûr d'Élise Poncé. Donc elle est vraiment costaud. C'est la première année donc elle est sélectionnée en élite, hein. Elle a fait plusieurs sélections en junior et pareil, elle est encore plus jeune qu'Anaïs, il me semble qu'elle doit avoir Elle a 22 ans. 22 ans. Donc c'est vrai que l'équipe de France homme comme l'équipe de France femme est vraiment un mélange entre l'expérience et la fougue de la jeunesse, mais on va dire que les plus fougueux c'est peut-être les hommes et que les seniors femmes qui sont plus jeunes ont vraiment de l'expérience et du gros niveau au niveau international. Donc ça Voilà. va être vraiment intéressant de suivre cette course. Très honnêtement, l'équipe homme, on va essayer de s'incruster sur le podium. L'équipe femme, elle a de fortes chances d'y être. On compte vraiment sur elle. Nous, ça sera compliqué, on va tenter le coup, mais elles, vraiment, elles ont une belle carte à jouer. Et puis on peut parler aussi des 2 équipes juniors qui seront aussi présentes sur l'événement. Ouais, on va les suivre avec attention aussi parce que bon, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, ils ont leur place à jouer. Chez les hommes ou chez les femmes, ils font 3ème en équipe au championnat d'Europe en Macédoine. Donc je pense qu'ils ont leur place à jouer aussi. Et puis ils sont motivés. Et puis je pense qu'ils vont tout donner pour porter au plus haut le maillot. Et puis, représente l'avenir de notre discipline, donc on va quand même les suivre avec attention. Ok, très bien. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose que vous souhaitez dire en plus? On se voit dimanche sur le podium. Yes. Très bien Sylvain, donc on t'aura bien écouté, donc on se retrouve dimanche. Merci messieurs, merci Fabien, merci Sylvain, merci Alexandre. Merci Et à puis toi. Merci à toi. bonne chance. Et Bah, puis on se merci retrouve- bien. Au bord du parcours dimanche, à nous gueuler dessus. Yes, ça marche. À bientôt.